Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Les Calédoniens répondront à cette question dans 25 jours seulement, le 4 novembre, une date historique pour le pays. Nous sommes en pleine période de campagne, référendum ou encore viabilité économique en cas d'indépendance. Nous aborderons ces sujets ce soir avec Paul Néautine, militant du Palika et président de la province Nord. C'est tout de suite. Paul Néautine, bonsoir. Bonsoir. On a connu un début de campagne plutôt calme, mais depuis quelques jours, on constate que le ton monte entre les deux camps, notamment depuis les déclarations de Daniel Goa lors du dernier comité directeur de l'UC. Au terme des 3 référendums, il dit, je cite, « Nous ne chercherons plus à nous ouvrir, nous irons peut-être négocier notre souveraineté pleine et entière directement avec le colonisateur ». Vous êtes d'accord avec ces propos ? Chacun est responsable de ses propos. Moi, je me contente de représenter l'UNI dans les discussions politiques. Et nous avons fait la promotion d'un projet d'avenir, dans un destin commun. Jusqu'ici, nous avons participé à toutes les réunions politiques dans le cadre de l'accord de Nouméa. Ce qui est prévu au-delà du 4 novembre, c'est qu'il y a une période de toute façon de transition si le oui l'emporte comme nous le souhaitons. Et si c'est le non qui l'emporte, le Conseil d'État a arbitré, il y aura des provinciales. Et la mise en œuvre de ce qui est prévu, c'est-à-dire 18 membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, peuvent déclencher l'organisation de la deuxième et si c'est toujours non, de la troisième. Donc, dans cette démarche d'un processus dit négocié, qu'on sorte par la pleine souveraineté comme nous le souhaitons, de toute façon, on continue de discuter. Et si c'est le non, le processus n'est pas terminé. Et donc, nous sommes là pour dire que nous portons un projet de société pour tout le pays. Et avec un oui à la pleine souveraineté, même ceux qui auront voté non, s'ils sont citoyens et qu'ils deviennent des nationaux, peuvent rester aussi dans ce pays comme nous. Mais en cas de 3 fois non, une négociation entre les Kanaks et l'État, ça a un sens pour vous? Alors, l'accord Nouméa ne parle pas de Kanaks ou de l'État. Si c'est 3 fois non, les protagonistes, c'est-à-dire les signataires et ceux qui les représentent aujourd'hui, doivent se voir et discuter de la situation. Nous continuerons à porter évidemment notre droit à la pleine souveraineté et à l'indépendance. C'est aux autres de dire ce qu'ils proposent, puisqu'ils auront fait campagne pour le non, mais presque toutes les compétences auront été transférées, sauf les régaliennes. Donc qu'est-ce que peut faire un pays comme nous, quasi indépendant, à rester dans un État français qui est resté jacobin? C'est à eux de l'expliquer, par moi. On va quand même avoir votre avis sur ce qui a été dit toujours lors du dernier comité des signataires. Ce matin par des signataires directeurs de l'UC. Ce matin par votre communiqué, donc le président de l'UC répondait aux non-indépendantistes sur le terme « axe du mal » qu'il avait employé samedi dernier. Dans ce communiqué, il précise, je cite, « l'axe du mal, ce n'est pas l'État ni les anti-indépendantistes, c'est le système qui a été mis en place et qui nous exclut tous aujourd'hui ». Que pensez-vous de cette terminologie, axe du mal? Quitte à me répéter, je ne suis pas là pour commenter ce que disent les autres. Nous sommes tous des responsables. Daniel Goa est porte-parole du FLNKS, donc c'est lui qui sait ce qu'il dit au nom du FLNKS, ou président de l'UC. Moi, je ne suis là qu'au titre d'être militant du Palika et porte-parole de l'UNI. Je n'ai jamais utilisé le terme d'axe du mal ou de quoi que ce soit. Donc je veux dire, s'il vous plaît, posez la question à qui le droit, pas à moi. Alors on va poser une question pour vous sur ce que vous avez dit. Dans les colonnes du mensuel Le Pays, vous avez dit « La seule solution qui permette la paix et la stabilité politique, c'est l'indépendance ». Pourtant, au vu des sondages, mais aussi des équilibres électoraux qui sont stables depuis 40 ans, les indépendantistes n'ont pas réussi à
d'élargir leur base, à convaincre les autres de les rejoindre. Pourquoi? Pareil, donc je veux dire qu'on n'aurait pas réussi à convaincre. C'est le cadre qu'on se prononce. En démocratie, on s'exprime d'abord et ensuite on interprète les résultats. Que je sache, il n'y a pas eu de consultation pour l'autodétermination sur les 20 dernières années ou les 30. En 1998, on a été consulté sur l'accord de Nouméa pour sa constitutionnalisation. Donc les chiffres qui sont utilisés, ce sont des résultats pour des élections, pour des listes. Mais ceux qui les citent, comme vous venez de le reprendre, mais ils ne disent jamais la barre de l'abstention. Donc, revenons à la réalité des choses. Il y a un corps électoral spécial qui était prévu pour les provinciales et le Congrès. Il y a un corps électoral spécial qui est prévu et qui a été établi, qui est encore en gestation, puisque ceux qui ne l'auraient pas été inscrits sur cette liste, mais ils ont encore la possibilité de passer devant le tribunal pour faire leur droit. Donc c'est ce corps électoral qui n'est pas comme l'autre, ou comme ceux qui se présentent. Le corps électoral pour les élections nationales, c'est le corps électoral général, donc on va amalgamer tout cela. Donc le corps électoral du 4 novembre s'exprimera pour la première, la seule fois. Pour le moment, et par 2 fois, si c'est un non. Et donc, nous avons toujours prôné, comme vous dites, et nous n'aurions pas convaincu. Je viens de l'expliquer, on a voté pour des listes, pas pour la consultation. Donc, est-ce que nous avons convaincu ou pas? On verra le 4. Ce n'est pas parce que certains utilisent des moyennes sur des élections provinciales, sans parler de l'abstention, qu'ils ont déjà... ils auraient décrété le non massif. C'est quoi votre pronostic? Moi, je suis en train de dire ce que je vous dis. Nous faisons campagne en ce moment pour le oui. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne s'est pas fait agresser ou personne. Donc, laissons les choses venir. Nous, on est optimistes. Tout ce qui existe actuellement, depuis l'accord de Matignon-Dino et l'accord de Nouméa, c'est nous, les indépendantistes, qui avons sollicité que ces réformes on va dire, relèvent des compétences locales, parce que tout ce qui est transformé là, c'est des compétences locales, enfin, c'est endossé en des compétences provinciales ou de la Nouvelle-Calédonie, dont nous en avons fait la promotion, dans le nickel comme bien d'autres secteurs de diversification économique. Et donc, c'est ça notre bilan. Mais nous... Mais par rapport aux sondages, les 4 sondages et tout ça, c'est qui a donné le nom comme... Je veux dire, moi, je suis quelqu'un, il y a des sondages qui m'ont prédit déjà par 2 fois que je perdais au provincial. Vous n'y croyez pas? Je suis toujours là. Donc, quand on dit sondage, on donne des taux, en termes de, comment on appelle ça, d'honnêteté intellectuelle, on dit c'est quoi le panel qui a été consulté. Et les taux en question, c'est quel chiffre sur quel chiffre. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a des tas de sondages qui se sont révélés inexacts. Et il semble que ces derniers temps, il y a eu aussi quelque chose au niveau national qui dit 65% en faveur de la pleine souveraineté et l'indépendance. Donc ceux qui utilisent les chiffres qui les arrangent. Nous, nous portons une revendication de dignité. Nous avons un projet de vivre ensemble avec ceux qui sont citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Et nous en faisons la promotion. Si c'est un non, le lendemain, on continue. Alors, le PALICA prône une indépendance en partenariat avec la France. Quelle garantie pouvez-vous donner aux Calédoniens que ce partenariat sera à la hauteur des besoins et des espérances de la population? Alors, ce n'est pas le PALICA tout seul, c'est l'UNI qui fait la promotion d'aller à la pleine souveraineté dans un partenariat aussi bien avec la France qu'avec d'autres pays, puisque quand nous devenons souverains, dans la pleine souveraineté, on peut discuter d'égal à égal avec d'autres États. Nous avons proposé qu'on puisse parler de cela avant d'arriver à la consultation. Les non-indépendantistes n'ont pas voulu qu'on en parle. Donc ça reste un projet que nous portons et que nous partageons donc avec
le FLNKS, qui pilote notre campagne. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que nous donnons comme garantie? Ben, ça sera dans la Constitution. Mais quand on veut être souverain, il faut une Constitution. Nous avons un projet de Constitution, on a déposé en 1986 à l'ONU. Nos dirigeants et responsables politiques y ont retravaillé. Ben, comme les autres n'ont pas voulu qu'on en parle, ben, une Constitution, c'est pour un pays. Donc, bien entendu que ce projet de Constitution sera rediscuté. Si le oui l'emporte, il y aura une période de transition qui sera votée par une loi nationale, puisque c'est ça ce que le Premier ministre a rappelé. Une fois que le résultat est proclamé, dans le cas du non, ben on en a parlé, dans le cas du oui, j'ai été réclamé qu'on puisse dire ce qui se passe. Il y a une continuité au niveau des institutions, au niveau de tout ce qui existe pour le moment. Parce qu'il y aura une loi nationale qui sera débattue donc au Parlement et qui fixera la date de la proclamation officielle de la séparation des deux États, puisque nous aurons été consultés, on aura dit oui à la pleine souveraineté. Cette période de transition, évidemment, on va la discuter. Nous, on propose un an et demi à 2 ans, période au cours de laquelle, justement, on va travailler la constitution du pays. Et puis, si éventuellement on a des choses à discuter, on utilise le mot partenariat qui a été utilisé par les experts. Entre pays indépendants, habituellement, on dit de la coopération. Mais nous sommes dans un processus particulièrement négocié, c'est le seul qui existe dans la décolonisation française. Et donc, l'État est partenaire dans ce processus. Donc, ce qu'on a pu faire en termes de processus de décolonisation depuis 30 ans, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Le Premier ministre vient de dire, ben, si c'est un oui, l'État va accompagner. Bien entendu, puisque nous sommes dans un processus négocié. Et donc, c'est dans cette période-là qu'on verra les garanties que l'on peut apporter aux citoyens calédoniens, non de statut coutumier, mais citoyens calédoniens comme nous, parce que nous allons vivre ensemble dans un pays souverain. Donc, et pour qu'ils puissent faire leur choix, comment on fait sans avoir de garantie avant? Comment on peut aller aux urnes et se dire, voilà, je suis en train de vous expliquer que les garanties constitutionnelles seront dans la Constitution dont on avait fait déjà le projet. Tout ce qui peut être une double nationalité ou les droits fondamentaux, nous l'expliquons dans notre campagne. Donc, ce n'est pas ici que je vais vous dire ça, parce que nous le faisons tous les jours. Donc, nous faisons la promotion d'un projet d'avenir commun, dont les fondamentaux, en termes de garantie, seront dans la Constitution. Et comme dans tout pays souverain, il y aura donc des votes de loi, mais on s'entend d'abord déjà sur le contenu de la Constitution qui va garantir le droit à la propriété privée, le droit public, le droit à la le statut de terre publique, le statut de terre coutumière, les droits élémentaires en termes de liberté, et toutes ces choses-là, ça sera fixé dans la Constitution. Mais bien entendu, quand on ne veut pas en parler avant, on peut toujours faire peur qu'il n'y en aura pas. Mais même ceux qu'on va chercher en contre-exemple dans la région ont des constitutions. C'est le béaba de n'importe quel pays souverain. On va parler d'économie, vous en avez parlé un petit peu avant. Le nickel est au centre de la campagne de 98 avec le préalable minier pour l'usine du Nord. Alors c'est une impression peut-être, mais aujourd'hui ça peut être tout le contraire. On a l'impression de plus on entend parler. Le nickel, c'est plus un enjeu pour les indépendantistes? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que nous avons porté. Donc le préalable minier, ce n'était pas pendant la campagne de 98, ça a été un préalable avant qu'on arrive à l'accord de Bercy. Et grâce à l'accord de Bercy, on a pu passer l'accord de Nouméa. Et dans l'accord de Nouméa, le droit du sous-sol, en matière de mines de nickel et autres, ça a été un transfert d'office, avec le oui au nouveau statut qui perdure donc depuis 20 ans. On a eu donc la maîtrise du sous-sol. Avant ça, c'était l'État français, avant l'accord de Nouméa. Donc le nickel, comme vous l'avez rappelé, a fait l'objet d'un certain nombre d'actions pour la simple raison que
avec l'accord de Matignon-Ondino, on a eu la possibilité d'accéder à un outil qui s'appelle la SMSP, cédé par M. Lafleur. Mais nous n'avons pas pu porter de projet industriel, donc de transformation, parce que la SLN, à l'époque, n'a pas voulu faire avec nous. Et il a fallu qu'on parte chercher ailleurs. Et donc, nous avons fait un premier projet là-haut à Poum, mais on n'avait pas assez qu'on appelle l'évaluation de la réserve, n'a pas fait apparaître suffisamment de minerais pour amortir l'usine sur 20-22 ans, tel que le demandait notre partenaire qui s'appelle Falcon Beach, à qui, comme vous le savez, on a passé l'accord, on a fait admettre le principe qu'au capital, on est à 51,49, 50, quelque chose, en valorisant le minerai. Et donc, ils payent la totalité de l'investissement, la commercialisation et autres, et on le repaye sur les résultats. Mais quand on ne peut pas garantir qu'il y aura assez d'activité pour la période dite pour amortir la chose, l'investissement, ça devient un problème. Donc on a demandé à accéder à d'autres ressources. Comme ça ne nous a pas été accordé, il a fallu passer par ce qu'on a appelé le préalable minier. Avec l'accord de Nouméa, évidemment sur la base de l'accord de Bercy, il y a eu les échanges de titres entre ceux détenus par la SLN sur le massif du Koniambo et ceux qu'on avait acquis, la SMSP, sur Poum et Tiembangui. Grâce à quoi ce projet est devenu une réalité. Donc si on n'en parle pas nous-mêmes, mais parce que ça existe, que ça marche, c'est une montée en puissance. Ceux qui ont dit que ça n'existerait pas, etc., ils n'en parlent pas parce que c'est une réussite. Et donc évidemment, ils ne vont pas faire la promotion de ce qui a marché grâce à l'initiative, à la posture des gens des indépendantistes. Donc ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils en parlent. Est-ce que nous, on doit en parler plus que nécessaire? Est-ce que ça veut pas dire... Je veux partir de ceux qui disent... ce qui est fait, si on n'est pas capable de voir ce qui est dans la réalité du rééquilibrage, c'est peut-être pas la peine de le dire tous les jours, parce qu'on n'entend que ce qu'on veut entendre dans cette catégorie-là. Pour ceux qui sont en or, ils sont parfaitement au courant que ça existe. Est-ce que ça ne veut pas dire que la crise du nickel, avec l'arrivée de la Chine sur le marché, a tout bouleversé et a mis à mal votre stratégie de financement de l'indépendance grâce aux recettes du nickel? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette... je ne sais pas d'ailleurs qui défendrait cette thèse. La Chine, c'est le débouché mondial pour un certain nombre de choses, y compris pour le nickel. Et donc nous avons été en relation avec les Chinois, nous sommes toujours en relation avec les Chinois, comme avec les Japonais, mais tous les produits ferro-nickel et autres, ou nickel pur, que ça sorte de Niambo, ou ça sorte de Valley Inco, ou de Falcon Bridge, ou d'autres dans le monde. Mais une bonne partie de ces produits-là terminent sur le marché chinois. Donc le marché chinois, c'est celui qui fait tourner l'économie mondiale d'aujourd'hui. Nous ne faisons pas peur. Le péril jaune, c'était valable pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas aujourd'hui. Donc ceux qui, par moments, font peur des Chinois, veulent ramener un épouvantail qui n'est plus d'actualité. Non, on fait une économie, on développe des projets et on négocie des rapports commerciaux ou de financement gagnant-gagnant. Donc dans notre approche à nous, le nickel, nous voulons le transformer ici ou à l'extérieur dans des usines que nous détenons aussi à 51% pour ramener ici les dividendes et utiliser ces ressources financières dans un fonds souverain, si on devient souverain, mais aujourd'hui on sait ce qu'on fait déjà, pour diversifier notre économie. Donc le nickel, pour longtemps, pour autant qu'il y a des procédés qui permettent de valoriser les teneurs qui baissent, aura sa place dans l'économie calédonienne, comme les autres ressources naturelles qu'on peut aller valoriser. Et il ne faut pas se tromper de choses, beaucoup de ces choses-là termineront sur le marché chinois. Mais de la même façon qu'avant, ça se terminait où? Sur le marché européen. Vous réclamez toujours 51% dans le capital de la SLN? Ça reste une position de base qui est endossée au protocole de l'accord de Bercy. Si nous n'avons pas été plus loin que 34%, c'est parce que nos vis-à-vis non indépendantistes n'ont pas pris la responsabilité de nous suivre. Mais si on l'avait fait, on serait peut-être dans la gouvernance et on aurait déjà fait évoluer pas mal de choses. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat-là.
cette usine, cette entreprise, n'est plus une entreprise d'État. Ce sont les frères Duval qui sont... Donc c'est une entreprise privée. Les choses que nous faisons, nous, avec 51% public, pour le moment, pour l'instant, ça peut être toute la Nouvelle-Calédonie, si on le décide. Et c'est ce que nous proposions aussi pour la SLN. Dans les colonnes du mensuel Le Pays, dont je parlais tout à l'heure, vous avez montré du doigt, je cite, les défenseurs du système colonial qui placent leur argent ailleurs, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour ou Golfe Persique. Qui visez-vous? Je suis un homme politique, donc ce n'est pas dans mes habitudes d'aller donner des noms ou des catégories de personnes. Je suis quand même dans le dispositif, et donc on sait qu'il y a des fuites de capitaux. On sait que le système monétaire, le système bancaire et financier calédonien place ce qu'il commande, les dépôts qu'elle enregistre sur l'économie calédonienne, les place sur le marché international, ce n'est pas un secret, parce qu'elle ne trouve pas d'emploi en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que peut-être que les projets en Nouvelle-Calédonie ne sont pas assez rentables ou attractifs pour ces opérateurs bancaires et financiers. Donc ces choses-là, on n'en parle pas régulièrement, on appelle ça la fuite de capitaux. Et justement, dans la future Kanaki Nouvelle-Calédonie, comment on peut limiter cette fuite de capitaux? La compétence bancaire et financière, elle est État. Elle va avec la monnaie. Donc c'est l'État qui maîtrise les choses. Ce que les élus calédoniens peuvent faire, c'est jouer sur la fiscalité. Mais la fiscalité ne peut exister que s'il y a un résultat bénéficiaire. C'est deux choses complètement différentes. Comme on peut jouer aussi sur la parité de la monnaie. Donc ce sont des leviers dont peuvent disposer les pays dits souverains ou indépendants. Mais si les autorités n'ont pas fait le nécessaire jusque-là, ben c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne fais que dire que si on accède à la pleine souveraineté, on peut faire des projets 51-49 parce que ça a déjà marché, on peut le faire dans d'autres domaines, et on peut aussi, si on a la maîtrise du système financier et bancaire, on peut aussi jouer là-dessus. Alors, un autre sujet, mais qui intéresse beaucoup, surtout en Brousse, ce sont les terres. Vous dites le processus de rétrocession va se poursuivre et en même temps, vous considérez que la peur de certains propriétaires est infondée. Que faut-il comprendre? Il y a beaucoup nous de terres à sommes été dans des rétrocéder? réunions de proximité, comme dans des meetings publics où le sujet a été abordé. Donc, dans le projet de constitution qu'on a déjà déposé en 1986, on a dit qu'il y avait le régime de droit privé et le régime public, etc. Mais on n'avait pas encore traité du régime de terre coutumière. C'est avec l'accord de Nouméa qu'aujourd'hui, on a trois types de fonciers. Donc les trois types de fonciers, le foncier dit coutumier, le foncier dit privé, auquel peuvent accéder aussi les ressortissants kanak comme autres, puisque ça veut juste dire qu'il y a un type de propriété. Le droit, les terres coutumières, c'est une propriété collective, mais qui est gérée selon la coutume. Et les terres publiques, ce sont celles qui sont dites publiques, et donc maîtrisées par les communes, les provinces, ou la Nouvelle-Calédonie, ou l'État aujourd'hui, ou l'État calédonien demain. Voilà, donc les trois régimes seront dans la Constitution. Donc voilà. Ceux qui ont un titre de propriété privée n'ont pas à s'inquiéter. Ça veut dire qu'en droit, il existe. Mais quand je dis que le lien à la terre, il n'est pas dit qu'il se termine avec l'accord de Nouméa. Justement, si on dit qu'il y a un système coutumier, c'est que tant qu'on existe, on a notre lien à la terre. Et donc certains liens à la terre sont encore peut-être dans des terrains détenus par des propriétés privées. Il y a un opérateur qui s'appelle l'Andraf, qui a fait son travail pendant X temps, qui a peut-être moins de moyens de la part de l'État, qui peut toujours continuer à... Mais ça se passe par la discussion. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on est indépendant le 4 novembre que du jour au lendemain, on va chasser ceux qui sont sur les terres. Ça, c'est ce que racontent ceux qui sont contre, pour faire peur. Donc, je veux dire, le système foncier sera garanti dans la Constitution. Ensuite, comme dans tout pays, les choses peuvent évoluer. C'est-à-dire que sur une terre dite de droit privé, il y en a qui vendent, il y en a qui rétrocèdent, il y en a qui transmettent
comment on appelle ça, l'affiliation et tout, etc. Mais les Kanaks peuvent y aller aussi. Mais certains liens à la terre n'ont peut-être pas été instruits ou aboutis, parce qu'il y a moins de moyens et autres. Ben ça reste marginal par rapport à l'essentiel qui a déjà été réparti. Justement, on va aller un peu plus loin sur une notion là, que vous avez abordée, sur le vivre ensemble. Quel regard portez-vous sur le vivre ensemble depuis la signature de l'accord de Nouméa? Depuis l'accord de Matignon-Nino déjà, avec l'accord de Nouméa, avec la citoyenneté, mais ça a beaucoup évolué. Enfin, je veux dire, les gens de ma génération, on est né en tribu, on ne pouvait aller qu'à l'école de mission parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller à l'école publique, par exemple. Aujourd'hui, vous voyez dans tous les systèmes éducatifs, nos jeunes, des nouvelles générations qui se mélangent. Voilà, donc je veux dire, le vivre ensemble, c'est d'abord une volonté. Et ensuite, on crée les conditions pour qu'il y ait le vivre ensemble. Donc déjà à l'école, d'accéder à le même enseignement, avec les mêmes moyens, accéder à l'emploi aussi, parce que quand on était autrefois, on n'avait pas de diplôme, comme on n'avait pas accédé, on n'arrivait pas à accéder. Le premier bachelier Kanak, c'est en 1962. Aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de jeunes Kanak qui ont le bac, comme les autres. Mais il ne faut pas croire que pendant le régime colonial, que les autres avaient accédé aussi à l'école au même titre que les descendants européens. Mais tout ça, c'est dans la citoyenneté que chacun s'approprie son histoire pour se rendre compte que le système colonial, peut-être que le peuple premier que nous sommes les porte-parole de la réclamation de dignité, de reconnaissance, parce que nous n'avons pas de chez nous ailleurs qu'ici. Mais ceux qui sont avec nous dans ce pays, ils ne sont pas tous toujours venus ici de leur propre volonté. Et ils ont vécu des situations similaires. Mais c'est tout cela, dans le destin commun, le vivre ensemble, la citoyenneté. Chacun doit faire l'effort de reconnaître l'autre, ce qu'il a ensemble de commun ou pas. Et nous, on dit, est-ce que l'on a en commun? C'est déjà un mouvement. C'est-à-dire le fait que nous nous fréquentons plus, nous nous mélangeons dans les usines, dans les écoles, tout cela n'existait pas toujours avant. Et donc, c'est ça qui est déjà en marche, qui n'a rien à voir avec la situation avant Matignon-Nino. Vous le réaffirmez aujourd'hui sur ce plateau, mais est-ce que vous comprenez que c'est l'une des questions qui revient avec la question économique Non, j'ai très bien compris, parce que le sujet, on y répond dans les réunions de proximité. Donc je dis autre chose, c'est dans le discours dominant de ceux qui veulent pas, de ceux qui disent, des responsables politiques, qui m'ont dit qu'il n'y a pas de peuple calédonien après 30 ans, alors qu'ils sont signataires comme moi. Donc c'est grave. Donc si on ne fait pas l'effort de dire que ceux qui sont d'ici, qui sont enracinés ici, ils sont ensemble citoyens de ce pays, on peut refuser justement qu'on soit considéré au même pied d'égalité en droit, en responsabilité, en devoir. Et donc continuer à dire, ça c'est les Kanaks, ça c'est les Javanais, ça c'est les descendants de Vietnamiens. On continue à cultiver la différenciation qui est à la base du système colonial. Alors que ça fait 30 ans qu'on dit, prenons le meilleur de toutes ces cultures, de toutes ces histoires, et partageons-les, et on va avancer. Bien entendu qu'il y aura toujours une référence culturelle quelque part. Mais la différenciation, c'est quand même une pratique du système colonial. Mais en donc quoi aujourd'hui, l'indépendance... nous sommes dans un processus de décolonisation depuis 20 à 30 ans. Et donc les responsables politiques ont signé avec nous, ils disent qu'il n'y a pas de peuple calédonien. C'est-à-dire qu'on n'aurait rien en commun. Mais en quoi l'indépendance va justement limiter ce communautarisme? Je viens de le dire là, dans la Constitution, on inscrira les fondamentaux. C'est dans la charte des valeurs qu'on a mis du temps à discuter, dans le cadre d'un dialogue. Mais ceux-là qui disent beaucoup ce que je viens de dénoncer là, ils n'ont pas voulu qu'on signe. Donc je veux dire, qui prend la responsabilité de nous quoi? Qu'est-ce qu'on dit nous? On dit qu'on y a travaillé à cette charte des valeurs.
on va l'inscrire, les principaux, les fondamentaux, dans la Constitution, comme je l'ai dit en amont. Et puis c'est ça qu'on va faire ensemble demain, mais avec les autres. Enfin, les autres, quand je dis les autres, parce que toujours quand on parle, porte-parole indépendantiste, Kanak, ou Uni, ou Palika, ou tout ce qu'on veut. Non, nous on dit aux uns et aux autres, nous sommes Calédoniens reconnus dans la Constitution, dans une citoyenneté unique dans l'histoire de la France d'aujourd'hui comme d'autrefois. Approprions-nous notre avenir et allons à prendre ce droit à nous autogérer, de recouvrir notre dignité et de dépasser justement tous ces clivages qu'on nous a imposés et qu'on veut nous faire entretenir pour nous distinguer et nous diviser. Alors, quand on parle sur autre chose, quand vous entendez Philippe Gomes dire qu'il est nationaliste, que son parti Calédonie Ensemble l'est, qu'est-ce que vous comprenez en tant qu'indépendantiste? Où est la jonction ou la différence entre nationaliste et indépendantiste? C'est vrai que le sigle, certains indépendantistes l'utilisent, le nationaliste. Nous, dans la trajectoire politique qu'on a adoptée, à l'exemple de ce qui se passe ailleurs dans le monde, nous, nationaliste, ça veut dire que tu défends une nationalité, hein, c'est-à-dire un pays indépendant. Donc, je ne sais pas ceux qui se disent nationalistes quand ils ne veulent pas qu'on aille à l'indépendance, quel sens ils donnent à ce terme. Nous, notre nationalisme à nous, il est endossé à une revendication de dignité. Et donc, c'est par rapport à l'histoire coloniale. Donc, on nous a enlevé notre indépendance. Il n'y avait pas de nationalité au sens d'aujourd'hui en termes, parce que c'est rapproché au concept d'État. Donc, nous revendiquons un droit d'être, c'est déjà dans le préambule de l'accord de Nouméa, l'inscrit sur la liste des biens décolonisés, l'autodétermination pour qu'on se gère par nous-mêmes, et ensuite, on discutera avec les autres États, donc les autres nations, les accords gagnant-gagnant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que nous proposons. Mais ceux qui se disent nationalistes et qui ne veulent pas qu'on soit indépendant, quel sens ils nous donnent? Et je dis déjà que de toute façon, notre nationalisme à nous par rapport à l'histoire coloniale n'a rien à voir au nationalisme souverainiste en France, de l'extrême droite. Voilà, c'est contre les gens de couleur comme nous, ceux qui ne sont pas gaulois ou descendants de gaulois. Qu'est-ce que ça donne quand dans la Nouvelle-Calédonie, on laisse le corps électoral voter Front National ou on l'appelle la voter Front National? Voilà, donc on peut toujours accrocher la République en marche, mais c'est la République en marche, ça n'a rien à voir avec le souverainisme dit nationaliste. Donc je laisse à Philippe Gomes et à Calédonie Ensemble d'expliquer le sens de ce qu'il lui donne. On lui posera la question. Ma dernière question, à 7 mois des prochaines provinciales, allez-vous représenter votre candidature? C'est la question que je ne réponds pas, pour la simple raison que pour le moment, on travaille pour le 4, on veut sortir notre projet. Il y aura des provinciales si c'est le non. Nous, on veut gagner par le oui. Et par principe, chez nous, c'est nos camarades et autres ressortissants qui choisissent qui vont être leurs électeurs. Moi, il se trouve que je suis là depuis 1989, parce que j'ai été réélu, mais parce qu'on m'a mis sur la liste. Donc, on parlera des provinciales au-delà du 4 novembre. Merci. Merci. Bon, voilà, on arrive au terme de cette émission. Paul Niaoutine, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. À bientôt.